les efforts fournis par les femmes rurales ne correspondent pas aux droits dont elles bénéficient en réalité. Comme je disais tantôt, elles représentent plus de 80% de la main-d'œuvre. Alors, la traduction des rôles sociaux des femmes rurales en droit vivant consistera donc à traiter les femmes comme des êtres humains égaux aux hommes à tout point de vue. L'égalité des sexes fait donc appel au principe d'égalité des droits et des statuts des acteurs sociaux et au respect mutuel de ces droits. C'est-à-dire que le statut, c'est pas parce qu'on est femme, on a ce statut d'être femme, qu'on doit ne pas avoir le même droit que l'homme. Ce statut social ne doit pas être un obstacle pour bénéficier des mêmes avantages que l'homme. Et lorsque je parle de l'égalité des sexes, je ne voudrais pas dire que les hommes et les femmes doivent devenir identiques, mais c'est plutôt qu'ils aient des possibilités et des chances égales dans leur existence. C'est qu'ils aient la possibilité de s'épanouir, qu'ils aient les mêmes chances, qu'ils puissent accéder, comme les hommes, à tous les avantages sociaux, économiques et politiques. Le moyen juridique et stratégie politique. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est ma proposition. Je propose une mise en place de législations particulières, bien adaptées au contexte local favorable à l'égalité des sexes. Puisque je voudrais, c'est un projet où je voudrais que ces femmes elles-mêmes soient impliquées. Non seulement les femmes, mais aussi les hommes de ces milieux eux-mêmes, qu'ils soient impliqués au changement social, que les paysans puissent eux-mêmes pouvoir définir le mode de vie et la façon dont ils décident, dans la façon dont ils veulent vivre. L'efficacité de ces normes juridiques va dépendre de la légitimité. Donc la légitimité de ces normes doit provenir de cette population locale, puisque c'est à elles que revient la responsabilité de décider sur leur avenir. Ces normes doivent être publiques, elles doivent être rendues publiques. Il faut qu'il y ait une sensibilisation, il faut qu'il y ait assez d'informations pour que tout le monde soit au courant que la loi existe et ces lois doivent être contraignantes. Elles doivent être contraignantes, elles doivent avoir une force obligatoire pour forcer et mettre hors d'état de nuire tout récalcitrant. En RDC, par exemple, ça c'est un exemple, tout récemment, il y a la ministre du genre et famille et enfants qui a proposé à ce qu'on puisse supprimer dans le code des familles l'autorisation maritale. Le but est de modifier le code des familles en vigueur depuis 20 ans. Ce code a toujours limité de manière excessive et discriminatoire la capacité juridique de la femme mariée. Alors, c'est une proposition sur la table pour pouvoir modifier ces codes des familles. Alors, je propose pour permettre à ce que ces normes soient efficaces, des campagnes de sensibilisation afin de mobiliser les femmes et les hommes vivant dans ces milieux ruraux sur la nécessité de la mise en pratique, de la mise en œuvre du droit des femmes. En Mauritanie, cette expérience a marché, puisque, je m'excuse, en Mauritanie, cette expérience a marché, puisque la mobilisation de la société civile a largement contribué à l'adoption en 2003 d'un code du statut de la personne qui fixe l'âge du mariage à 18 ans pour les deux époux et comporte un certain nombre d'avancées s'agissant des droits des femmes. Alors c'est une avancée positive et ceci a réussi grâce naturellement aux différentes campagnes, aux différentes stratégies politiques qui ont accompagné ces lois. Alors, toujours dans la tradition des rôles de femmes en droit vivant, ça je pense c'est une petite répétition. Oui, alors
Il faudrait aussi promouvoir la solidarité entre les femmes, la création des ligues d'entraide transcendant leur nationalité, leur ethnie, leur tribu, les limites territoriales, puisqu'il y a une réalité africaine qu'il faut reconnaître que, par exemple, nous vivons, nos États ont été délimités, ont été coupés, sans pour autant permettre à certains peuples de se retrouver ensemble. Par exemple, vous allez trouver le peuple Peul en Afrique de l'Ouest, qui se retrouve à la fois en Guinée, au Sénégal, au Mali. Ce sont des peuples qui partagent les mêmes valeurs culturelles. Ce sont les peuples qui ont les mêmes valeurs culturelles, ce sont les peuples qui ont la même tradition, mais qui ont été séparés par la colonisation, la conférence de Berlin. Alors c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Il y a des cultures qui se ressemblent. Vous allez à l'est de la République démocratique du Congo, vous allez retrouver les peuples Hutus qui partagent les mêmes valeurs que les Hutus qui se retrouvent en Ouganda, au Rwanda. Donc l'espace territorial ne devait pas être une limite pour pouvoir limiter, ce n'est pas une tautologie comme telle, une limite pour pouvoir limiter la lutte pour le bien-être des femmes. Alors les femmes doivent promouvoir une certaine solidarité, venir s'entraider pour pouvoir ensemble surmonter leurs difficultés. Et aussi, il faut faire appel à l'expérience de chacune des femmes pour le partage des expériences personnelles. Ces femmes doivent être au centre de l'action pour déclencher les changements sociaux. C'est que chacune des femmes doit partager son expérience, puisque certaines discriminations ne se vivent pas en public. Ça se vit dans la sphère privée. Et dans la sphère privée, ce n'est pas avec tout le monde. Il y a certaines réalités qui sont cachées. Et permettre à ces femmes de partager les expériences va permettre aux autres de prendre connaissance et de s'en servir pour pouvoir s'en sortir. Je propose encore la nécessité d'une complémentarité hommes et femmes, puisque les hommes, comme les femmes, sont condamnés à vivre ensemble. Je m'excuse. Chacune des femmes doit, en toute autonomie, faire le choix du changement social qu'elle envisage. Ces changements doivent provenir de la volonté personnelle de chacune des femmes d'adhérer à un mouvement collectif pour une révolution culturelle, pas d'imposition de modèles de sociétés qui ne correspondent pas à leur modèle. Je suscite une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine responsabilité de ces femmes, puisque je ne me présente pas comme quelqu'un qui connaît tout ou quelqu'un qui est civilisé, mais je voudrais que ces femmes puissent elles-mêmes définir le mode de vie qu'elles veulent vivre. Parlons naturellement des droits humains, puisque leurs droits font naturellement partie de ces droits humains. L'accès à l'éducation, par exemple, devait être une garantie pour toutes les femmes comme pour les hommes. Alors, les différents moyens de sensibilisation pour naturellement renforcer ces lois, je propose des campagnes, des colloques, des conférences, des débats, des concertations nationales, des publications de brochures. Il y a aussi la musique qui pourrait aussi servir. Ces stratégies politiques ont eu de bons résultats en Somalie, en République centrafricaine et en Guinée-Conakry. Ces pays, par exemple, ont depuis les années 60 eu des lois interdisant formellement la pratique de l'excision. Cependant, c'est seulement dans les années 90 que les nouvelles lois, appuyées par les campagnes de sensibilisation, ont eu des retombées positives. C'était justement pour permettre à tout le monde de prendre connaissance et d'être avisé par rapport aux nouvelles règles
juridiques qui ont été mises en vigueur. Et aussi, c'était le cas au Burkina Faso où les autorités ont pris la responsabilité de traduire le code des familles en différentes langues nationales. C'est un moyen pour vulgariser les lois pour que tout le monde soit avisé. D'autre part, je propose l'inclusion des jeunes au débat, puisqu'il ne faut pas exclure les jeunes. C'est sur l'avenir qu'il faut miser. La jeunesse, c'est l'avenir. Alors, il faut inclure les jeunes au débat sur la sexualité. La sexualité, par exemple, il ne doit pas être considéré comme un sujet tabou. L'amour, le mariage et la famille, parce que ce sont des institutions où les femmes connaissent l'oppression, où elles sont victimes d'oppression. Alors, il faut inclure les jeunes dans le débat, il faut faire appel aux jeunes, parler aux jeunes des avantages sur l'égalité des sexes, et aussi essayer de déconstruire ces construits sociaux qui essayent de placer la femme en position subsidiaire par rapport aux hommes. Alors, concernant la révolution culturelle, excusez-moi, il y a des petites erreurs de frappe. Le changement de mentalité créera une harmonie, une paix sociale durable. Cette révolution culturelle s'épanche donc sur un volet dynamique et évolutif de la culture. Parce que vous savez, la culture possède deux parties. Il y a une partie qui pourrait être considérée comme une partie stable et une partie dynamique, une partie évolutive. Et moi, je propose donc qu'il y ait une certaine avancée, une certaine évolution de la culture, une certaine adaptation de la culture au monde contemporain, parce que l'Afrique doit avancer. Je vais aller plus vite puisque le temps nous est imparti. Il faut donc introduire des innovations culturelles, l'introduction des nouveaux éléments au sein de la culture. Il faut éduquer, l'éducation, je propose l'éducation, la nécessité d'éduquer les hommes et les femmes, la socialisation des enfants, puisque c'est durant le processus de socialisation qu'on arrive facilement à créer cette discrimination. Alors, il faut donc insérer dans le manuel éducatif un nouveau processus de socialisation permettant, de le bas âge, de déconstruire ces construits sociaux créant la discrimination à l'encontre des femmes. Alors, l'accession des femmes à l'éducation, aux instances décisionnelles, au travail rémunéré, ça ce sont des propositions. L'implication politique des femmes à tous les niveaux. Les femmes ont toujours fait partie des grands mouvements sociaux qui ont bouleversé le monde. Déjà dans les années 90, en Afrique de l'Ouest, les femmes ont été fortement impliquées dans la scène politique. En Guinée-Conakry, les femmes ont joué un rôle important pendant la période de libéralisation commerciale. Au Mali, pendant les années 90, les femmes ont joué un rôle important pendant la période de démocratisation. Les femmes, je propose à ce qu'elles constituent des ligues, qu'elles créent des ligues, des associations pour faire entendre la voix des femmes rurales. Je sais que ça existe. L'intégration des femmes doivent intégrer des partis politiques, des groupes de pression, des clubs scientifiques. Les États doivent mettre en pratique des politiques de discrimination positive, exigeant un quota de femmes rurales, par exemple, dans les institutions. Ces politiques vont permettre donc à ces femmes d'échapper à leur électorat, parce que des fois, une femme peut être capable, peut être compétente, de briguer un poste, mais du fait que son électorat est masculin et à majorité masculin, et parce que c'est une femme, on peut ne pas la voter. Alors, l'introduction des quotas, des discriminations positives pourrait servir. La grève du sexe, ça a marché au Libéria, au Togo, pour faire pression aux décideurs politiques. Et la dernière partie, j'ai parlerai très rapidement des avantages de l'égalité des sexes, puisque selon moi, l'égalité des sexes est un allié.
de la croissance économique et de la prospérité des milieux ruraux d'Afrique subsaharienne et de l'Afrique tout entière. Alors, dans le système international, déjà depuis les années 80, depuis les années 75, bon nombre de décideurs ont majoritairement reconnu que l'égalité de sexe était un allié indispensable pour la prospérité économique. Et les États appartenant au système des Nations Unies l'ont une fois de plus reconnu. Et aucune croissance économique ne peut se réaliser sans la participation active et effective des femmes. Alors, l'égalité des sexes apparaît donc comme une condition sine qua non pour permettre à ce que ces contrées puissent jouir de la prospérité économique et du bien-être. En milieu ruraux, l'égalité des sexes, donc l'égalité, donc la prospérité va donc l'égalité des sexes va donc permettre aux femmes d'accéder à la terre au titre de propriété. Elles auront la possibilité de prendre des initiatives et de pouvoir économiquement se retrouver, aider leur famille, aider leur communauté. La terre représente une ressource indispensable. C'est très symbolique la terre, puisque celui qui possède la terre possède le pouvoir. Et si on accordait par exemple aux femmes la possibilité d'accéder aux terres, ça va permettre à ces femmes de s'épanouir et de bénéficier des mêmes chances que les hommes. Alors, on me fait signe que le temps va vite. Je vais rapidement passer à la conclusion et je vais pouvoir donc aller en détail s'il y a des questions ou des remarques. Je vais vite passer à la conclusion. La conclusion, je voudrais juste, puisque dans la salle, il y a des hommes et des femmes, il y a des mamans, des papas, des jeunes et j'en passe. Je voudrais, puisque nous sommes ici, que nous puissions rêver à cet idéal et créer une société, une nouvelle société, une société égalitaire, une société basée sur les valeurs humaines, une société où les hommes et les femmes auront la possibilité de s'épanouir, une société où l'identité sexuelle, l'identité biologique du sexe ne constituera pas un obstacle pour accéder à un poste ou à un privilège. Sur le plan régional, ça c'est à notre niveau. Si nous pouvons rêver cette société, sur le plan régional, par rapport au travail, j'ai fait quelques petites suggestions par rapport au régionalisme africain. Je propose à ce que les États renforcent leur politique d'intégration régionale, une approche communautaire, comme je disais tantôt, que les États africains ont eu la malchance d'être divisés sans pour autant tenir compte de peuples qui existaient bien avant, puisqu'on a divisé de peuples, sans pour autant mettre en valeur certains attributs que partageait ce peuple. Dans ces registres, je voulais signaler une avancée significative en Afrique de l'Ouest, puisque actuellement il y a une convention régionale à caractère contraignant qui est en train d'être mise en œuvre au niveau de la CEDEAO pour renforcer et promouvoir les droits des femmes en Afrique de l'Ouest. Et la particularité de cette convention est de mettre en place des mécanismes de contrôle
et d'alerte opérationnelle. Sur le plan international, je propose des réformes. Des réformes puisque je considère que le système des Nations Unies n'est pas assez efficace par rapport au suivi des différents textes internationaux régissant les droits de femmes. Je propose à ce qu'on puisse rénover certains organes des Nations Unies, les financer, permettre à ce que le rapport, puisqu'il y a déjà un rapporteur conformément au protocole à la Convention de 1981, il y a déjà un rapporteur qui a été mis en place pour pouvoir annuellement faire des rapports sur l'évolution des droits de femmes dans le monde. Le système des Nations Unies doit mettre en œuvre un mécanisme, puisque à la première partie, j'avais décrié la situation du supercapitalisme, où il y a des multinationales qui vont dans les territoires, qui vont dans ces milieux ruraux, pour spolier, pour saisir des terres de populations, de paysans. Et sur le plan international, il n'y a aucune convention, il n'y a aucun traité qui essaie de réglementer les comportements de ces multinationales. Et ces multinationales créent des problèmes. Elles sont responsables de plusieurs dégâts. Alors, je propose, toujours au sein du système des Nations Unies, qu'il y ait un traité, une convention contraignante qui viserait à contrôler, à réglementer les comportements des multinationales. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre Merci infiniment pour votre attention. Je vous prierai, s'il vous plaît, de pouvoir éteindre vos téléphones ou bien les mettre sous silencieux. Et les jours, nous sommes en train de suivre, ça distrait. Nous allons passer à présent à la session de questions et réponses. Les livres sont disponibles. Nous en avons des exemplaires ici. Et donc, ils sont disponibles pour $35. Et pour ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui ont des questions suivant l'exposé que nous avons reçu ce soir, la session est ouverte pour des questions et des réponses. Merci. Oui, on va commencer. Merci, Junior. L'exposé était vraiment très brillant et puis le sujet est très intéressant. Tout ce que tu viens de dire, c'est pas inventé, ce sont des choses que nous connaissons nous personnellement. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes nés en Afrique, nous y avons grandi, nous savons ce qui se passe dans les milieux ruraux. Mais ça, c'est juste pour l'Afrique. Et puis, vous avez fait des enquêtes de vos recherches sur les milieux ruraux. Parce qu'il y a les milieux ruraux et puis les milieux urbains, tout ça. Et puis, lorsqu'on étudie comme ça une situation par rapport à un pays ou à un milieu, on regarde, si on jette un regard, on regarde aussi d'autres pays ou sur d'autres sociétés pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre société. Comment est-ce qu'on peut s'adapter par rapport à ce qui se passe dans cette société-là pour pouvoir améliorer ce qui se passe dans notre milieu, dans notre milieu. Ça devient une question maintenant de recherche, de chercher à payer un équilibre ou même à chercher une amélioration. Moi, je parle un peu d'un exemple. Vous savez, la Révolution française, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1789, les droits de l'homme. Mais vous savez, depuis autant de siècles, en France par exemple, je pense que beaucoup de gens ici, on parle français, on est branchés sur la culture française. C'est seulement vers les années 60 que les femmes ont eu le droit de vote. Les années 60. Ça, c'est un de deux. Depuis que la France existe, depuis la première, la deuxième, la troisième, la cinquième République, pour la première fois, Mitterrand, qui était en 1981, a nommé pour la première fois une femme Premier ministre. C'était en 1991, Edith Cresson. J'ai déjà suivi une session au Parlement français. C'est une femme, je pense que c'est la première femme qui a fait le plus court mandat possible. Je pense qu'il est resté 9 ans au pouvoir. Des Français, n'est-ce pas?
dont beaucoup de gens ici font référence, depuis autant de siècles de révolution, tout ça, dans une session du Parlement, publiquement retransmise, il y a des députés qui se moquaient de cette femme pour dire que sa place est à la cuisine. Et je n'ai pas vu vraiment d'autres députés répondre avec violence par rapport à ce propos. Ils ont tout simplement rigolé. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ils sont mis à rigoler. Alors, vous voyez un peu, je parle de la Révolution française, 1789, vous voyez combien de siècles. Alors, c'est pour vous montrer la difficulté. Nous sommes conscients, nous qui sommes dans la situation, nous sommes conscients de la situation. Moi, personnellement, je suis partant pour l'évolution des genres de mentalité, parce que, vous savez, même au niveau des Nations Unies, par rapport aux traités internationaux, je pense qu'il serait mieux qu'on conçoive une autre façon de parler, plutôt que de parler des droits de l'homme, il serait mieux qu'on parle des droits des humains, ou des droits des êtres humains. Parce que lorsqu'on parle des droits de l'homme, on passe tout de suite au sexe. On pense que ce sont les droits des hommes, mais ce ne sont pas les droits des femmes. Qu'on conçoive autrement le concept des droits de l'homme, que ce soit plutôt les droits des êtres humains. Ça, c'est un de deux. Pour que les femmes françaises votent, il a fallu la volonté des politiques. La volonté des politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au pouvoir des gens animés d'une bonne volonté pour pouvoir constater ces injustices et puis pouvoir les réparer. Dans les pays africains, vous avez parlé plus des pays subsahariens, dans les pays africains, c'est pas du tout. D'abord, ce sont des pays, les gens qui sont arrivés au pouvoir par la force, les dictateurs, sont des gens qui ne sont pas des références. Je ne sais même pas quelle est la volonté qui puisse les amener à pouvoir améliorer la situation. Alors, par rapport au livre que vous avez sorti, qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'impact qui peut être créé par rapport à toucher ces politiques qui dirigent l'Afrique? Parce que pour nous, si on arrive au pouvoir, on peut mettre en place tout de suite la politique pour pouvoir améliorer la situation. Alors, quel est l'impact que ces livres peuvent apporter par rapport à ces politiciens qui pensent encore de manière peut-être 2 siècles avant par rapport à l'ère du jour? Ça, c'est ma question. C'est une très bonne question. Je pense que l'impact que mon livre a par rapport à tout ça, c'est résume en quelques mots, puisque moi je suis de ceux qui considèrent que le peuple possède une force, le droit à l'autodétermination. Moi, en écrivant ces livres, je sensibilise le peuple, je sensibilise cette population, j'essaie d'éveiller la conscience de cette population. Et je pense que c'est sur elle qu'il faut miser, c'est sur elle qu'il faut focaliser les énergies pour pouvoir leur donner assez d'éléments intellectuels pour pouvoir forcer, obliger les décideurs politiques à prendre des mesures garantissant l'égalité des sexes. Alors, l'impact du livre, c'est naturellement offrir un moyen intellectuel aux femmes rurales, aux femmes urbaines, aux hommes, aux enfants, à tout le monde, pour être assez éveillé et prendre en considération les effets néfastes des inégalités dans ces milieux. Alors, je pense que c'est de cette façon-là que les choses pourront changer. Donc, ça doit commencer par la volonté des populations de créer une révolution, une certaine révolution culturelle, et à partir d'eux, ils vont pouvoir faire pression aux autorités compétentes qui vont se soumettre à la volonté du peuple. Ainsi, je vous demanderai de pouvoir être bref. Le temps qui nous a imparti est assez contraignant. Donc, madame, s'il vous plaît. Bon, moi, j'ai une question par rapport à ce livre. On a évoqué, j'ai 2 questions en fait, très rapidement. On a évoqué les problématiques du mariage dans certaines sociétés africaines, dont Congo-Brazzaville, où on a parlé de la dot qui était fixée à 5 000 francs CFA. Et ça a été évoqué en tant que problématique. Pendant que nous connaissons que la dot est une de nos cultures les plus ancrées, quelle serait la problématique vraiment là-dedans et quelle serait la solution par rapport à cette problématique si fondée? Alors, d'autant plus que la dot, elle est quand même assez biblique. Et ma deuxième question, c'est... Elle est biblique.
La doctrine. Ah oui. Alors, ma deuxième... C'est une précision intéressante. Bien écrit. Oui. Alors, ma deuxième question, c'est vrai que nous connaissons des sociétés assez fortes en termes de droits des femmes en Afrique rurale. Le Rwanda, c'est un des pays les plus engagés sur la table mondiale. Et ce pays n'est pas évoqué par rapport à ce livre que je n'ai pas fini de lire. Ah ben malheureusement, parce que le Rwanda est évoqué. Alors, peut-être par rapport à la présentation d'aujourd'hui, quelle serait... Non, peut-être pas par rapport à la présentation de livre. Dans les livres, oui. Alors, dans la présentation, non, malheureusement, mais quelles seraient les étapes à suivre par rapport à ce pays qui a réussi sur, comme je disais tout à l'heure, le tableau mondial, à valoriser la femme tant rurale qu'urbaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le livre, qu'est-ce que l'auteur proposerait à nous qui sommes ici, à nos cultures qui sont vraiment pareilles aux cultures rwandaises par rapport à ces faits, parce que le Rwanda a quand même démontré beaucoup de pays du premier monde. Et, dans ce point-là. Je voudrais, c'est deux questions. C'est la dot et puis... Oui, la question sur la dot, puisque c'est la première question. Vous savez, lorsque j'ai fait mention du prix de la dot, parce que moi, mon attendement, c'est comme si on choisissait la femme. On présente la femme comme un bien, parce que le prix est fixé. Une loi en soi ne doit pas, la loi en soi doit avoir un caractère impersonnel. Fixer la dot, fixer le prix de la dot, à mon entendement, dans une loi, dans un texte juridique, n'a pas de sens. Ça devait être, par exemple, être régi par la coutume, par exemple, être non écrite, dépendamment des attentes familiales. Cette famille s'attend avec l'autre et on décide quel prix, entre guillemets. Mais le fait que cela soit inscrit dans la loi, que la femme, 50 000 francs CFA pour doter une femme, personnellement, je trouve ça discriminatoire et c'est simplifier la femme, c'est chosifier la femme. Encourager une loi discriminatoire dans la coutume ne serait pas détruire la pratique de cette loi, parce qu'on a dit que les lois existent en Afrique, oui, mais c'est la pratique qui n'existe pas du tout. Oui, mais je comprends, j'en viens, parce que j'ai pas fini en fait. Parce que moi en fait, la loi elle est écrite. Elle est écrite. La coutume elle n'est pas écrite. Elle est abstraite. Voilà, c'est la pratique. Et puis, ça devait être une attente. Ça devait être peut-être une attente. Ça ne devait pas être quelque chose de fixe. Pour épouser une femme, tu dois avoir 50 000 $. Quand tu n'en as pas, tu n'épouses pas la femme. Et le fait que vous puissiez souligner la Bible, personnellement, je n'ai rien contre la religion. Je suis croyant, mais par rapport aux droits des femmes, vous remarquerez que la religion aussi joue un rôle de faste par rapport aux droits des femmes. Puisque dans le livre même, j'ai fait mention de ça. Si vous lisez à la première partie, vous remarquerez que j'ai dit par exemple dans le mythe du Jardin d'Éden, là où on a responsabilisé la femme des conséquences actuelles, des souffrances de l'humanité. C'est déjà une forme de discrimination. Alors, mentionner la dot, parler des religions, personnellement, selon ma vision des choses, c'est déjà porter atteinte aux droits des femmes et ça n'entre pas vraiment, ça ne s'inscrit pas vraiment dans ce que j'essaie de défendre dans les livres. Je ne sais pas si j'ai... Oui. Je voudrais vraiment m'excuser. Nous ne pourrons pas prendre toutes les questions. Mais comme je vous dis, le livre est vraiment disponible. Vous pouvez le prendre, vous pouvez le lire. Et si vous avez des questions, notre auteur est joignable. Il a un numéro de téléphone, il a un courriel. Et donc, vous pouvez poser d'autres questions. Donc, je vais prendre une dernière question. Et je vous prie d'être vraiment bref. Et notre auteur va être aussi bref dans la réponse. Les femmes. Une femme. Je vais parler des femmes, donc ça parle des femmes. Je pense que je vais prendre une seule personne. Ma question est rapide. Oui. Je voulais savoir
en fait, pourquoi impliquer les Nations Unies alors qu'il s'agit d'un problème africain et qu'on a des États, des chefs d'État et des institutions africaines qui fonctionnent très bien. Voilà. Qui fonctionnent très bien. Oui, comme l'Union africaine. Ah oui. Ah oui. L'Union africaine fonctionne très bien. C'est mon point de vue. Ah, oui. C'est quand même un point de vue alors. Ouais, parce que en fait, je partage les responsabilités. Je parle du niveau national, régional et international. C'est dans ce sens-là que j'évolue. J'ai responsabilisé d'abord les États, puisque l'État est le responsable premier de garantir le droit des populations se trouvant dans son espace territorial. Au niveau régional, il y a des traités qui sont en cours, il y a certains traités même qui sont en voie d'être mis en pratique, mis en œuvre. Les Nations Unies, je les implique puisque c'est la scène internationale, puisque les Nations Unies se présentent comme garantes des valeurs humaines. C'est parmi même les valeurs défendues par les Nations Unies. Et si vous suivez le parcours de l'évolution des droits des femmes sur la scène internationale, vous remarquerez que les Nations Unies ont joué un rôle important dans la mise en œuvre de la Convention de 1981 sur les droits des femmes et du protocole. Donc, c'est une façon pour moi de remettre les Nations Unies face à ses responsabilités, puisqu'il ne suffit pas seulement de pousser les États à ratifier, à signer et à ratifier un traité, mais il faut faire un suivi. Ça ne doit pas se limiter à ce niveau-là, il faut faire un suivi. C'est au niveau du suivi que je responsabilise les Nations Unies. Je ne dis pas aux Nations Unies de s'impliquer ou d'aller dans les États pour changer, non. Je suis un souverainiste, je respecte la souveraineté des États et je considère que chaque État doit d'abord à son niveau prendre ses responsabilités pour garantir les droits des femmes. Donc, je vous remercie beaucoup. Nous allons clore la session des questions et réponses. Cependant, nous allons avoir un temps pour pouvoir partager des choses pour voir. Et ceux qui veulent peuvent approcher notre auteur et avoir des questions courtes. Comme ça, il pourra s'adresser à un grand nombre de gens. Merci pour votre attention. Alors, nous sommes ici pour féliciter Junior Mandoko pour le livre qu'il a fait. Et pour nous, c'est une grande fierté qu'un jeune acteur puisse venir défendre les droits de la femme. Beaucoup ne l'ont pas fait et nous savons comment en Afrique la femme est discriminée. Et pour voir une œuvre comme ça où quelqu'un écrit pour donner des solutions face aux problématiques que la femme a aujourd'hui en Afrique, pour nous on dit bravo et nous soutenons ce livre et nous encourageons tout le monde à acheter ce livre pour savoir comment faire parce qu'il a donné beaucoup de pistes, des solutions et c'est des choses que si nous appliquons, nous pourrons avoir une femme africaine forte et pour beaucoup d'entre nous c'est un rêve, pour moi personnellement c'est un rêve à poursuivre et c'est un rêve à réaliser. Merci beaucoup et nous avons aimé, il y a eu une sensibilisation assez forte, beaucoup de gens sont venus pour soutenir et donc merci pour ces jeunes Congolais, merci pour ces jeunes frères qui a pensé aux femmes de l'Afrique. Merci. Je suis Marie-Jeanne Mouela, la maman de Junior Mandoko. En tout cas, aujourd'hui c'était un grand jour pour moi, un jour de bonheur. C'était un grand jour parce que je vois ce qu'a réalisé mon fils. C'est un travail. Il a commencé depuis un certain temps. Et enfin, voilà les résultats. Je n'ai pas à commenter beaucoup là-dessus. Je voudrais juste envoyer un message à toutes les mamans. À toutes les mamans d'Afrique. À toutes les mamans qui subissent ce genre de discrimination à tous les niveaux de vie et dans tous les domaines. Alors, le livre que Maître Junior a écrit doit nous servir d'outil. C'est un outil pour nous. C'est à partir de ce livre, en tant qu'outil, que nous nous sentirons obligés, sensibilisés, de porter un changement social dans nos milieux ruraux.
je n'ai pas beaucoup à dire comme je vous l'ai dit, mais mon message va tout droit aux mamans qui habitent les milieux urbains afin d'apporter ce soutien-là aux mamans qui habitent encore dans nos milieux ruraux. Maman, lèvons-nous, prenons conscience de notre être en tant que personne à part entière, en tant qu'être humain. Il est temps pour nous de nous lever et d'agir. Maman, lèvons-nous et agissons. On n'est plus à ce temps-là où la femme doit continuer à être chosifiée. Il est temps de nous valoriser. Il est temps de nous prendre en charge pour pouvoir porter un changement à tous les niveaux de la sphère décisionnelle, à prendre part dans toutes les politiques qui s'appliquent à nous. Merci. Et bravo, 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 grand bravo à mon fils bien-aimé, Maître Junior Mandoko. Ce n'est qu'un début. Tu as toute la bénédiction de tes parents, de toute ta famille. Va de l'avant. Que Dieu te bénisse et te protège. Merci. Oui, alors nous sommes venus aujourd'hui ici, c'est pour la sortie officielle du livre de Junior Mandoko sur la situation des femmes en Afrique subsaharienne. La présentation a été assez bonne, il a bien présenté son livre et on a posé certaines questions. Il a pu bien répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors nos impressions sont assez bonnes pour les livres et sa vente. Et nous attendons dans les jours à venir les conférences qu'il aura à fournir et tout ce qui viendra. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux pour cette activité qui vient de prendre fin. C'est une activité qui a été consacrée à la présentation de mon livre, le livre sur le droit des femmes en Afrique subsaharienne. Ce livre est désormais publié, il est en vente dans toutes les boutiques mondiales. C'est un livre intéressant, je vous invite à le lire puisque les livres parlent du droit des femmes rurales, des droits qui sont à deux vitesses. Pourquoi à deux vitesses? Parce que naturellement, les droits sont censés être égalitaires pour tout le monde, pour tout individu, indépendamment de l'identité sexuelle des gens. Mais malheureusement, le constat fait en Afrique subsaharienne atteste que le droit dans ces milieux varie en fonction de l'identité sexuelle. Alors, la première partie du livre, je suis en train de décrire la situation socio-économique des femmes rurales. Et la deuxième partie, je suis en train de proposer, d'offrir des moyens, des stratégies à la fois juridiques, des moyens juridiques et des stratégies politiques. Alors, je vous invite à parcourir le livre, lisez-le. C'est un livre qui va vous servir à apporter un soutien à ces femmes qui en ont besoin. Je remercie tous ceux qui ont rehaussé de leur présence ce soir. Un grand merci à tout le monde. Vraiment, je suis ravi. Merci et bonsoir.